Je m'appelle Karen Mantika, je suis travailleur social avec le programme en Saskatchewan. J'aimerais vous présenter nos panélistes. Je vais passer par l'ordre. On va commencer avec Tony Tavares, c'est la star aujourd'hui. C'était un ancien président de la section du Manitoba, siégé au conseil d'administration du Manitoba pendant 44 ans. Il est membre du comité vieillissement en santé du Manitoba, a organisé des retraites pour hommes et coprésident du comité de la piscine de la Coupe Grey de la section. Tony a apporté une contribution importante au Bureau national de la SCH grâce à son travail au sein du comité des jeunes et du groupe de travail sur le VIH et le VHC. Il a joué un rôle déterminant dans l'obtention de l'indexation pour les membres bénéficiant du programme d'aide multiprovinciale territoriale. Ensuite, il y a le Dr Kelsey Uminski, qui est hématologue et clinicienne chercheuse au Southern Alberta Rare Blood and Bleeding Disorders Program à l'Université de Calgary. Participe activement à des initiatives de recherche et d'amélioration de la qualité axées sur l'optimisation des soins aux personnes atteintes d'hémophilie et d'autres troubles rares de la coagulation. Dr Uminski s'intéresse particulièrement à l'intersection du vieillissement et de l'hémophilie, y compris la gestion des comorbidités et du risque thrombotique. Ses travaux dans le domaine ont été reconnus par de multiples subventions de recherche accordées par la Société canadienne de l'hémophilie. Il y a à côté d'elle une de mes personnes préférées, Nancy Hodgson. Nancy est infirmière coordonnatrice clinique et infirmière de recherche au sein du programme des troubles de la coagulation de la Saskatchewan depuis 17 ans. Je pense que tu avais dit 16. 17, on l'a mis à jour. Elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'exécutif de l'ACIIH, dont ceux de présidente désignée, de présidente et de présidente sortante. Actuellement, elle siège à divers comités de la SCH, de l'AHCDC et de l'ACIIH. En tant qu'infirmière de recherche, elle participe à de nombreuses essais cliniques interventionnels et à des études globales dans de nombreuses spécialités, notamment l'hématologie, la transplantation de cellules souches, la gastro-entérologie et les maladies pulmonaire interstitielle. Elle est aussi la co-animatrice du rendez-vous d'aujourd'hui. Et finalement, on a Steve Anthony qui a obtenu sa maîtrise en physiothérapie en 2017 à l'Université de Toronto. Après avoir exercé en ambulatoire dans la région du Grand Toronto, il est passé à l'Ouest en 2011, obtenant un poste de thérapeute en milieu hospitalier au Foothill Medical Center de Calgary. En 2012, on lui a demandé d'assumer le rôle de physiothérapeute principal pour le Southern Alberta Rare Blood and Bleeding Disorder Program. Il a bénéficié du précieux mentorat du directeur de la clinique de l'époque, le Dr Manchupun, ainsi que de sa collègue infirmière, le Dr Julia Hughes-Gerard, qu'on verra un peu plus tard. C'est à Winnipeg, au Manitoba, lors d'une réunion annuelle sur l'hémophilie il y a plus de 10 ans, que Steven est devenu officiellement membre de l'Association canadienne des physiothérapeutes pour le traitement de l'hémophilie. Bienvenue! Et c'est un plaisir de présenter Madame Karen Mantika, qui est assistante sociale au Saskatchewan Bleeding Disorder Program à Saskatoon. Elle travaille dans ce domaine depuis 13 ans, à la fois en tant qu'intervenante de première ligne en santé mentale et en toxicomanie, et plus tard en concentrant son travail sur les personnes atteintes de maladies chroniques et complexes. Karen a une formation en réduction des méfaits et en soins tenant compte des traumatismes. Elle est passionnée par l'idée d'aider les personnes et les familles à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et je souhaite aux panélistes une excellente discussion. Ça fait plaisir de voir tout le monde ici, et même si je travaille à Calgary, je suis né à Winnipeg comme Julia, donc ça fait plaisir de revenir à la maison. D'abord, au niveau de l'organisation de la séance d'aujourd'hui, on a beaucoup de chance d'avoir Tony avec nous, qui a accepté qu'on lui pose différentes questions par rapport à son expérience vécue. Pensez à ce que sont les soins par rapport à l'hémophilie. Et chacun de nous au panel, pour Nancy, Karen, Steve et moi-même, on va arriver avec des questions de différents angles. On espère que les transitions, ça va bien passer. Tony, peut-être que la première question que je pourrais poser, c'est avant de rentrer dans les comorbidités et l'hémophilie, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, votre type d'hémophilie,
le traitement, comment est-ce que votre santé évolue tandis que vous vieillissez? Well, is this on? Yeah, okay. Je suis hémophile grave. Donc j'ai pris tous les traitements disponibles pendant toute ma vie, de cryoprécipité à Hemlibra. Donc tout ça, je l'ai pris. Et tout ce qui est au milieu aussi. Être hémophile grave. On est ancré dans le passé par rapport aux choses qu'on ne peut pas faire. Mais ça ne m'a jamais arrêté. Je suis comme John. Je suis passé à travers des traitements qui étaient bons, qui ont empiré. Et maintenant, je prends des Hemlibra qui a changé ma vie. Pendant un de mes traitements, Cobaltriate, je prenais 2000 unités de traitement et ça a duré 5h30 à 6h. Et donc il fallait que je me traite tous les 2 jours. Sauf lorsque j'avais des saignements. Quand ce nouveau médicament est arrivé, ça a été une cure pour moi. Et je pense que je prends Covalton une fois tous les 2-3 ans. Donc au niveau du panel précédent qui a eu lieu, beaucoup des patients plus jeunes n'ont pas eu la même expérience avec l'ensemble des traitements que vous avez eus jusqu'à présent. Est-ce que vous pourriez nous parler de certains autres problèmes de santé qui sont arrivés avec l'âge et comment est-ce que cela pourrait être lié par rapport à notre sujet du vieillissement avec des troubles de la coagulation? Donc, pendant ma vie, avec mes traitements et en vieillissant, je suis passé par l'hépatite C, le VIH. Ces périodes-là, j'ai été infecté aussi. Je ne suis plus hépatique, je n'ai plus d'hépatite C et mon VIH est sous contrôle. Donc je n'ai pas eu de symptômes dans ma vie. Mais en vieillissant, j'ai commencé à développer une hypertension. Ça, c'est une des inquiétudes qui s'en vient. J'ai un ami hémophile qui a eu un pontage. Et en collaboration avec le cardiologue, les équipes ont été très très bonnes. Ça, c'est une de mes inquiétudes. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Parce que notre centre de traitement de l'hémophilie a changé. On a de toutes nouvelles infirmières qui sont merveilleuses. Mais en vieillissant, je vais voir d'autres spécialistes. Et une de mes inquiétudes, c'est essayer de faire participer le centre de traitement de l'hémophilie et ses autres spécialistes. Tony, vous avez mentionné que vous avez un ami qui a eu un pontage. On voit des patients qui ne décèdent pas, mais qui ont de graves problèmes. Et on voit de plus en plus de patients qui ont des problèmes cardiaques. Alors que quand on a un trouble de la coagulation, on dirait qu'on n'aurait pas ce genre de problème. Donc, est-ce qu'il y a une certaine sensibilisation au niveau des risques cardiovasculaires plus tard pour la population hémophile ? Je ne sais pas s'ils sont vraiment au courant, en particulier les plus jeunes. Mais peut-être qu'ils vont commencer à poser des questions. Mais les gens, les hémophiles à l'heure actuelle, vivent des vies normales. Parfois, ils ont de l'hypertension, des maladies cardiaques. Et commencent à être affectés par ces choses. Mais je ne pense pas qu'ils sont
au courant. Selon vous, Tony, vous avez connaissance de certains patients qui sont touchés, mais est-ce que le centre de traitement de l'hémophilie participe à votre sensibilisation par rapport aux maladies cardiaques et peut-être le besoin de prendre des médicaments pour liquéfier le sang un petit peu? L'équipe, je ne sais pas si elle est au courant, ils le sont peut-être, pour moi, hein. Si on commence à avoir une crise cardiaque, je serai peut-être le premier au Manitoba à l'avoir, je vais être le cobaye. En prenant des anticoagulants, il va y avoir un équilibre. On prend des anticoagulants, on commence à saigner. Il faut retourner prendre du Kovaltry ou d'autres produits. C'est inquiétant. Ça me fait réfléchir, à prendre un petit peu de recul, plutôt que d'aller de l'avant. Je pense que vous soulevez certains points très importants, Tony. On pense aux patients qu'on voit dans les cliniques. Beaucoup prennent des médicaments ou ont des listes de médicaments à éviter comme Advil, Aleve. Et votre vie entière se concentre sur l'évitement des saignements. Mais maintenant, c'est quelque chose qui pourrait augmenter vos risques de saignement avec ces nouveaux médicaments et ces nouvelles conditions. Au niveau du rôle joué par le centre de traitement de l'hémophilie, comment les patients se préparent à ces conversations, on en a parlé un tout petit peu. Mais en pensant plus avant, en sachant qu'il y a des choses qu'on peut faire pour modifier les risques de problèmes cardiaques plus tard, activité physique, contrôle des conditions de santé, l'hypertension qui affecte les gens, les hémophiles, le contrôle de l'hépatite C, du VIH. Est-ce que les centres sont plus proactifs pour encourager la réduction des risques cardiovasculaires? Je pense pas que ça existe ou que c'est pas présent. Quand j'ai eu le diagnostic d'hypertension, c'est la médecine interne qui ont diagnostiqué ça. Donc ils ont créé un plan où j'ai pris 2 médicaments qui n'affecteraient pas mes autres traitements. L'équilibre s'est trouvé là. Mais il n'y a pas eu de communication avec des situations qui pourraient arriver. Et c'est quelque chose que les centres devraient modifier un petit peu. C'est un nouveau territoire pour beaucoup d'entre nous. Et je vais poser la question au panel, peut-être Nancy, Karen et Steve. De votre point de vue professionnel et vos expériences personnelles, quel rôle les centres de traitement de l'hémophilie ont pour réduire les risques cardiovasculaires et contrôler les maladies cardiovasculaires qui pourraient se développer? On peut m'entendre? Il faut une approche plus personnalisée. Réévaluer les médicaments que les clients prennent, que les patients prennent et qui ont un impact. S'assurer qu'ils sont sécuritaires, qu'ils n'augmentent pas vos risques de saignement. On doit aussi s'éduquer pour s'adapter à un style de vie qui est meilleur pour la santé cardiaque, donc l'exercice, l'alimentation, arrêter de fumer et toujours avoir en tête les précautions par rapport à la coagulation. On pourrait faire un meilleur travail à ce sujet. Merci Nancy. Karen. Une grosse partie, c'est écouter. L'approche personnelle dont a parlé Nancy, voir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans le style de vie d'une personne. Avec le modèle médical, on a cette idée de bon, meilleur, mieux.
on essaie d'imposer le meilleur régime alimentaire. Mais ici, qui fume, boit et mange des choses qui ne sont pas très bonnes, on prend des décisions tous les jours. Donc il est important d'avoir ce genre de conversation avec les patients pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et même si ce n'est pas la meilleure approche, qu'est-ce qui serait mieux pour s'intégrer au style de vie du patient? Du point de vue de la physiothérapie, c'est le même sentiment que mes collègues. Je suis content qu'on commence à avoir ce genre de conversation où les patients vivent plus longtemps, mais malheureusement, ils développent ces autres conditions. Donc, du point de vue physique, la prévention, c'est beaucoup mieux que la cure. Et donc, physiquement, c'est l'activité physique en fonction de la situation de chaque patient. C'est pas seulement l'aérobie, mais la musculation, la souplesse, la formation, l'équilibre aussi, pour réduire ces risques cardiovasculaires pour les patients. Merci. Une chose à laquelle je viens de penser par rapport au panel précédent qu'on a eu, on avait des patients beaucoup plus jeunes, alors que là, on commence à avoir des patients plus âgés. On voit les cohortes de patients qui changent. Et donc, je trouve que souvent, il y a des patients qui ont 50 ans et plus qui essaient de désapprendre certains des obstacles. On pensait que certaines activités décourageaient. Donc, déconstruire ces modèles, ça prend du temps. C'est toutes les questions que j'avais. Je vais passer la parole à Nancy. Comme tu veux. Je vais rester debout, c'est pas un problème. Tu fais un très bon travail. Donc, Tony, vous avez mentionné que Hemlib a changé votre vie. Et quand on a eu notre discussion précédente, et Preferred IV Access, ça commençait à devenir un problème. Quel défi, s'il y en a, par rapport au traitement indépendant de vos facteurs avec votre âge? Est-ce qu'il y a des aspects de votre régime actuel qui pourraient être plus difficiles selon vous? En vieillissant, il est inévitable que je commence à trembler un petit peu dans la main, que ma vue baisse un petit peu. Ça va être un défi. Si on me mettait dans un foyer de soins, le plus gros défi serait de savoir qui va être là et qui va apprendre à faire les produits, qui va les administrer. Et ça, c'est seulement pendant la journée. La nuit, il y a moins de personnel. Moi, je suis passé à travers ça avec ma mère dans un foyer de soins personnel. Le personnel, la nuit, est réduit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera là pendant la nuit, qui pourra faire les traitements? Ce sont des inquiétudes, n'est-ce pas? S'il m'arrive un traumatisme dans un foyer de soins, qui va m'amener aux urgences au milieu de la nuit? Donc ce sont de grosses inquiétudes. Je ne sais pas si vous allez me demander ce qui pourrait améliorer ça. Ça serait la communication entre le centre de traitement de l'hémophilie et le foyer ou l'établissement dans lequel je suis. Il devrait y avoir beaucoup d'éducation à ce sujet. Et probablement planifier ou pré-planifier ces événements non prévus. Vous avez mentionné d'aller aux urgences. Est-ce que vous pourriez parler de vos expériences aux urgences?
c'est très difficile. Je vais vous donner un incident. J'étais aux urgences et le personnel, les infirmières ne savaient pas comment traiter les hémophiles. Et je leur ai dit où aller chercher les traitements. Ils ne le savaient même pas. Et pendant que j'étais aux urgences, quand le traitement est arrivé, c'est moi qui faisais mon propre traitement. C'est moi qui les mélangeais et c'est moi qui me suis traité. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'améliorations avec le Fatrofers. Je n'utilise pas ce nom-là. Pardon ? Non, on ne l'avait pas à l'époque. On l'avait pas à l'époque. Mais j'ai le mien dans mon portefeuille. Mais ça a été un défi. Pour moi, si j'avais besoin d'aller aux urgences, si c'était au milieu de la nuit, je me suis cogné le bras, il faut que j'aille aux urgences. Et je sais que je vais attendre aux urgences parce que je ne suis pas une priorité absolue. Je vais rester pendant 10-15 heures pour qu'un médecin me voie. Je dirais aux gens de prendre un traitement, rester à la maison jusqu'à ce que le centre ouvre, appelez-les et allez au centre. Vous allez voir des gens plus rapidement que si vous allez aux urgences. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc voilà. Et je suis sûr, Tony, par rapport aux expériences que vous avez exprimées, je sais, Dr. Khalif et Dr. Jackson et d'autres, nous avons examiné nos processus, nos centres au pays. C'est ce que vous avez connu, et le Manitoba n'est pas une expérience. Mais par rapport à aller voir un membre du CTH le lendemain, il y a différentes variables quant aux soins pouvant être fournis aux patients. Et ça, c'est le travail que nous devons continuer à faire pour s'assurer qu'on fournit des soins globaux pour tous nos patients. Karen, bonjour Tony. Je dois admettre qu'on avait 15 questions chacun à vous poser. On a essayé de réduire ça un petit peu. Quand je pensais au vieillissement, je pensais à l'intersection entre la maladie chronique, le vieillissement, et avec ça, il y a des douleurs chroniques qui s'en viennent aussi. Et l'intersection ici, les commonalités sont un sentiment d'isolement, de solitude, peut-être une perte de soutien communautaire. Et ça peut être pour différentes raisons, peut-être à cause de séjours en hôpital, être isolé physiquement de la communauté, peut-être parce qu'il y a moins de gens qui peuvent valider votre expérience, partager avec vous et vous partager avec eux. Et ça pourrait être du soutien communautaire. La section provinciale, le travail qu'ils font, vraiment se concentre sur les familles, les jeunes, les nouveaux diagnostics et aider à naviguer tout ça. Et je pense qu'il y a un manque de connexion même avec les groupes d'hémophiles. Donc je me demande quelles sont vos expériences. Si vous avez eu ce sentiment aussi, si vous avez eu des expériences avec ça? La perte de la communauté, l'isolement, la solitude, la difficulté de connecter avec d'autres personnes qui ont des expériences semblables en vieillissant. Au début, il y avait une retraite pour les hommes. Et c'était tous des hémophiles qui composaient avec la même situation. Et donc, on avait des gens à qui parler. Et on posait des questions, on demandait qu'est-ce que vous faites pour ceci, et c'était utile. Mais on n'a pas ça. On n'a plus ça. La plupart de ces gars-là sont partis, sont décédés. Et maintenant, on est seul. Avant que je me suis fait remplacer ma hanche et mes genoux, j'avais de la douleur. 3 ans
pendant 3 ans. Et alors, je prenais de la morphine et j'avais très mal. Même avec la morphine, là, j'avais mal. Donc, on s'isole. On s'isole de sa famille, de ses amis, de tout le monde. Ma femme, elle voulait pas être autour de moi. J'étais misérable et je le regrette. Mais mes parents, c'était comme ça. Je voulais pas composer avec mes parents. Et je suis même arrivé à un point où je pensais, je vais devoir aller voir une clinique pour la douleur. C'était une période difficile. Donc oui, on s'isole, sa santé mentale, on commence à se poser des questions. Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite cette maladie? C'est très difficile. C'était très difficile. Donc oui, on s'isole. Et c'est logique, et je vous remercie de votre honnêteté. Il peut y avoir de la stigmatisation, mais en ce qui concerne la douleur chronique, moi, je crois sincèrement que nous, on ne peut pas juger tant qu'on ne l'a pas vécu nous-mêmes. Et ça fait partie de cette charge mentale qu'on doit porter au jour le jour. C'est pas juste les transfusions, les traitements, c'est la douleur que personne ne comprend, les dépendances qui sont créées aussi tout en essayant de gérer la douleur. Oui, moi j'étais accro à la morphine. Là, je l'ai pris pendant 3 ans. Je pensais pas que j'étais dépendant, mais après ma chirurgie aux hanches et qu'ils ont commencé à retirer, à diminuer la morphine ou qu'ils l'ont arrêté, j'ai eu une passe difficile. Je transpirais et j'avais vraiment l'impression que je sortais de mon corps. J'avais jamais vécu ça. C'était très difficile. Alors, moi, quand je vois quelqu'un qui est dépendant, qui est accro, je comprends ce qu'ils vivent. Mais j'ai été obligé de vivre ça pour comprendre. Oui, ben vous avez beaucoup d'empathie, là. En parlant de charge mentale. Donc, Rick, bon, je ne sais pas où il a parlé de la colère. Est-ce que vous pouvez parler de cette idée de charge mentale? On parle souvent maintenant de burn-out lié à la gestion des maladies chroniques. Donc, est-ce que vous pouvez parler de votre expérience, le jour où votre quotidien et encore un élément, qu'est-ce qui vous a aidé pour en faire la gestion? Et qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner aux autres? Mais parlez à quelqu'un. Confiez-vous à quelqu'un. Moi, avec l'hémophilie, j'en ai toujours parlé ouvertement. Avoir de la douleur chronique, ça aide de parler à quelqu'un. Votre conjointe, vos enfants, votre infirmière, le travailleur social. La douleur que j'ai avec mes genoux et ma cheville. Mon Greg, je l'appelais souvent, j'ai dit, que j'ai besoin de quelque chose, j'ai mal. Et il parlait aux infirmières pour trouver une solution. Mais c'était un genre d'épuisement que je vivais. Oui. Merci beaucoup. Ça va, Tony? Oui. Bon, on vous pose des questions, mais vous faites preuve de patience. Bon, j'avais pris toutes sortes de notes, là, mais j'improvise. Là. Bon, c'est comme si on l'avait prévu, là. Alors, Tony, vous l'avez déjà mentionné, mais je veux que ce soit clair. Est-ce que vous pouvez parler des articulations qui ont été touchées par l'hémophilie? Est-ce que vous pouvez parler des traitements que vous avez subis pour traiter ces problèmes?
Bon, ma première articulation, c'était mon genou droit. J'avais 13 ans. J'avais une synévectomie, donc une chirurgie au genou. Et à l'âge de 35 ans, j'ai fait remplacer ce genou. Alors, quand j'ai eu la synovectomie, j'ai mis beaucoup de poids sur l'autre genou et ça a causé des problèmes dans cette articulation. Au début de la vingtaine, j'ai subi une synovectomie chimique. Donc, on injecte des produits chimiques dans votre articulation et ça fait le ménage jusqu'à un certain point. Mais ce que ça fait, c'est que ça a accéléré. J'ai eu des problèmes de densité osseuse. Et j'ai dû faire remplacer ce genou-là aussi. Bon, là, une autre articulation, c'était mon coude gauche. Et bon, j'ai reçu un traitement pour ça. Mais ma cheville gauche et ma hanche gauche et mon genou droit se détérioraient. J'ai eu de l'arthrite. Donc, j'ai fait faire mon genou gauche à l'âge de 35 ans, le genou droit à l'âge de 49, remplacement du genou, et ensuite, j'ai fait remplacer ma cheville il y a quelques années. Donc, des procédures invasives. Qu'est-ce qui vous a amené à poursuivre la douleur. Je ne supportais plus la douleur. Ma cheville droite, bon, l'année d'avant, avant la procédure, je tombais de façon répétée. Et donc, c'est pour ça que j'ai opté pour la chirurgie. Merci, Tony. Comme Tony a dit, les chutes et le risque de chute jouent un rôle critique, surtout en vieillissant. L'OMS estime que jusqu'à 35% des gens de plus de 65 ans font au moins une chute par année. Et une fois qu'on tombe une fois, on est plus susceptible de tomber. Et à chaque fois qu'on tombe, les chances de tomber augmentent de façon exponentielle. C'est intuitif. En chutant, en tombant, le risque diminue avec l'âge. On a moins d'agilité, on a moins de temps, un temps de réponse plus court, notre vision se détériore. Les médicaments peuvent affecter le risque de chute aussi. Et la question, les difficultés liées à l'acuité mentale. Mais avec l'hémophilie, en plus, ça crée encore plus de difficultés. Il y a une dégradation des articulations et surtout les articulations qui supportent le corps, ça crée des problèmes. Donc, moins de flexibilité, instabilité des articulations, atrophie des muscles, une force réduite et, sans mentionner la douleur chronique que vous avez mentionnée. Tous ces éléments-là augmentent le risque de tomber. Et pourquoi est-ce que les chutes sont particulièrement préoccupantes pour les patients hémophiles? On sait qu'on a une densité osseuse moins importante. On appelle ça l'ostéoporose. Et on sait que les gens avec des troubles de coagulation ont une osseuse réduite, ce qui mène à un risque accru de fracture. Sans parler des saignements incontrôlés. Moi, je travaille aussi à Calgary dans la salle des traumatismes et on a beaucoup de patients âgés qui tombent et certains ont des fractures et d'autres personnes ont des problèmes
des dommages cérébraux. Et si vous avez de l'hémophilie, bon, ça peut diminuer les dépendances, mais ça peut être catastrophique aussi. Donc, c'est important d'atténuer ce risque-là. Tony, j'ai une dernière question pour vous. Donc, en vieillissant, est-ce que vous pouvez nous décrire les défis que vous avez avec les activités quotidiennes? Bien, ma vie s'est améliorée, en fait, au fil des ans. Et ce que j'entends par ça, c'est que je fais beaucoup plus maintenant que ce que je faisais il y a 10-15 ans. Mais c'est ce qui m'a amené à ce point-là qui était difficile. À cause de toutes les chirurgies. Moi, avant, je pouvais monter une échelle. Maintenant, j'essaie de ne pas le faire. Je dis ça parce que Greg est là, mais parce que ma cheville, j'ai pas une pleine, est un peu rigide. Donc, je demande aux gens de monter l'échelle. Et je peux tondre le gazon sans ressentir de douleur dans mes articulations. Mais avant ça, même le fait de marcher, même aujourd'hui, moi, j'ai ma cheville gauche et j'ai encore des problèmes de cheville. Mais je n'entrerai pas dans les détails. Mais j'ai le pied tombant. Mais je pense que ma vie s'est améliorée. Parce qu'avant, je souffrais beaucoup. Bon, j'aide à faire le ménage, je passe l'aspirateur, j'aide à faire la vaisselle. J'ai continué à faire ce que j'ai toujours fait. Alors, le dommage aux articulations peut rendre les tâches les plus simples encore assez difficiles. Ah, il nous reste plus de temps? Désolé, Steven. Je disais qu'il nous manque du temps, donc je ne vais pas dépasser le temps prévu. Donc, je veux profiter du moment pour remercier notre panel, surtout Tony. Merci, Tony, d'être si ouvert. Dr. Minsky, vous avez fait un travail extraordinaire. Merci. Nancy, excellent travail. Steven, merci. Est-ce qu'on a le temps pour prendre des questions? Moi, je suis le gestionnaire du programme national. Je veux profiter de cette occasion sur le vieillissement. Bien, comme vous savez tous, les gens vivent plus longtemps, ils vivent de façon plus saine. Et à cause des traitements, des avancées faites dans les dernières années, mais vous avez nommé un certain nombre de difficultés qui persistent. On n'a plus de temps, mais j'allais vous demander qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la recherche. Et vous pouvez y réfléchir, et les gens dans la salle aussi. Je pose cette question-là parce que au centre au CHS, ou la Société canadienne de l'hémophilie, on a un programme justement qui porte sur le vieillissement. Mais on n'a pas reçu beaucoup de demandes. On n'a reçu aucune demande de subvention et ça met en danger le financement pour ce programme de recherche. Il semble pas y avoir beaucoup d'intérêt et c'est dur de justifier garder ce financement. Donc, je veux que les gens réfléchissent à ce que nous avons entendu aujourd'hui et ce qu'ils soumettent des propositions. Et bon, vous avez aussi parlé de la charge de santé mentale. Nous avons aussi Noco Nordisk, qui a eu un programme de recherche. Vous pourriez peut-être songer à faire une demande de financement. Donc, s'il vous plaît, pensez-y. Donc, je tenais à le dire, à annoncer cela. Hier, les gens applaudissaient. Dr. Lillicrap parlait ou disait qu'on doit aller chercher des fonds de recherche. Mais on a des fonds, mais malheureusement, les gens ne font pas de demande. Alors, pensez-y. Merci beaucoup. Un dernier point. Et j'allais le dire, mais j'ai oublié ou je ne l'ai pas fait. Je pense que c'est important pour nous qui vieillissons d'aller voir notre centre de traitement et d'aller voir les médecins
pour voir si on peut être vu par des cardiologues et des travailleurs sociaux et ainsi de suite pour établir un plan en vieillissant. Parce que s'il y a des problèmes qui vont se présenter. Tony, vous avez touché un point auquel j'ai déjà réfléchi. Je pense que nos parents viennent nous voir moins souvent pour des problèmes de saignement. Donc, je pense que notre focus doit maintenant être mis sur la prévention, donc préparer nos patients pour comment atténuer les risques cardiovasculaires à l'avenir pour les patients qui sont à risque ou qui développent des problèmes. Je pense que la composition de notre centre de traitement va changer aussi. Peut-être qu'on aura besoin de gériatriciens aussi. Alors, je pense qu'il faut s'adapter à la situation qui évolue.